Dans Smart Tech aujourd'hui, pour le grand débrief, avec nous Yann Lechel. Bonjour Yann, entrepreneur de la tech, cofondateur de Probable AI, un spécialiste donc de ces nouveaux modèles. Avec nous également Henri Dagrin. Bonjour Henri. Bonjour Delphine. Délégué général du SIGREF, voilà l'expert des DSI dans le 440, en tout cas un des porte-parole. Et puis Christophe Aulnet, petite surprise pour mon ami Christophe. Merci Delphine. J'ai lu votre livre. Alors je voulais avoir terminé pour ce matin. Je ne suis pas tout à fait à la fin, mais enfin j'ai vraiment parcouru une grande partie. Il est passionnant. Je rappelle que vous êtes senior advisor chez 72 et vous avez donc écrit ce livre pour raconter l'aventure post-Microsoft, puisque vous étiez un des grands dirigeants de Microsoft. Et comment ça se passe quand on quitte et qu'on doit se reconvertir, quand on quitte la grande entreprise. C'est absolument passionnant. Alors, c'est pas du tout de ça dont on va parler, Christophe, aujourd'hui. On va parler d'Apple Intelligence. Ça change pour les GAFA, on a du choix. Apple Intelligence, qu'est-ce qui se passe? On a une crise, en fait, qui sort au grand jour avec des révélations sur le retard pris par Apple dans l'IA et puis des fausses promesses sur les démos. On va aussi parler de Google. Et oui, un autre GAFA qui est incontournable. Et ce rachat historique de Wiz, start-up dans la cybersécurité pour 32 milliards de dollars. Mais on commence en France. On commence avec une commission d'enquête sur les effets de l'application TikTok sur les mineurs. Et pour lancer cette discussion, nous sommes connectés avec Christine Gulliver. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du collectif Mère pour mineurs, éthique et réseau. Vous êtes éducatrice spécialisée par ailleurs dans la vie. Peut-être déjà un mot quand même sur le collectif. Qui vous êtes, ce que vous faites? Alors c'est un rassemblement, un collectif de citoyennes, majoritairement. On s'est connus sur les réseaux et c'est à partir des constats que nous faisions chacune de nos côtés et de ce qu'on pouvait échanger en message privé qu'on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire, se responsabiliser peut-être et commencer à consigner. Donc depuis 2023, on a un drive rempli de centaines et de centaines de screens, de vidéos qui nous semblent problématiques et plus particulièrement pour les jeunes sur les réseaux et les mineurs. Voilà. Donc, on a surtout entendu parler de vous autour de l'affaire Ophénia, puisque vous en avez dénoncé les dérives sectaires de cette influenceuse. Vous surveillez comme ça chaque jour en fait l'activité qui se passe sur les réseaux sociaux, avec un regard particulier sur TikTok. Qu'est-ce que vous constatez? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on trouve qu'il y a une banalisation de tout ce qui est les sujets autour de la santé mentale, autour des violences aussi, que ce soit des violences verbales, voire des violences sexuelles, le harcèlement, parce qu'à la fois il va être dénoncé, mais en même temps pour le dénoncer, on va utiliser la méthode des vidéos-réponses, et donc au final ça génère du harcèlement. Voilà, on constate vraiment, et pareil au niveau des troubles alimentaires, il y a beaucoup de contenus qui vont parler des influenceurs, influenceuses, donc le lifestyle healthy, on fait du sport, faut manger. Ça commence comme ça, c'est innocent, et en fait au final, on constate que l'algorithme va nous mettre des vidéos qui sont pas forcément bien faites, voire très dangereuses, on peut se retrouver avec des créateurs, même petits, qui n'ont pas forcément de très grosses communautés, qui vont, leur contenu n'est pas comme ça, on se dit bon ça va, mais par contre les lives ça va pas du tout. On peut se retrouver à voir une jeune fille qui va manger, faire une crise de boulimie en live, ne rien dire, et puis ensuite on l'entend se faire vomir, puis revenir, et les commentaires sont catastrophiques. Les jeunes filles disent oh là là, voilà, c'est là j'ai une crise, tu me triggers, c'est-à-dire tu me choques, voilà, donc Bon, face quand même à tout ça, l'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité, il faut le préciser, la création d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Selon la sénatrice Laure Miller, le réseau social, elle dit, pour reprendre ces termes, incarne un paradoxe particulièrement morbide, puisqu'il confronte le public le plus vulnérable aux biais de fonctionnement les plus délétères. Voilà, les mots sont vraiment très graves, très durs. Déjà un commentaire en plateau peut-être sur TikTok, les mineurs, les effets des réseaux sociaux aujourd'hui dans la société. Henri. Oui, d'abord, je crois que TikTok n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Il y a de nombreuses plateformes dont les fonctionnements peuvent être interrogés. Et c'est aujourd'hui, notamment pour les mineurs, un enjeu de santé publique.
véritablement. Mais c'est également, il faut analyser les effets destructeurs en matière d'attention et donc d'apprentissage aujourd'hui. C'est donc l'avenir de l'éducation des jeunes générations qui est aujourd'hui perturbée. Moi, hier, j'étais dans une grande école du numérique et les dirigeants me disaient, mais aujourd'hui, la capacité d'attention des jeunes, les mettre dans un amphi pendant 1h30, c'est juste impossible. Ça marche pas. Non, c'est quand même pour notre génération où ça a été notre mode d'éducation, on se dit mais il y a quand même quelque chose qui est profondément. Alors on doit peut-être aussi réinventer la manière dont l'éducation. Oui, non, mais d'accord, mais on peut réinventer, mais quand même constater que l'attention des jeunes, elle est totalement aujourd'hui mise en cause. Et puis. Derrière, il y a également des enjeux, notamment sur la capacité d'influence de la Chine sur les modes de vie occidentaux à travers TikTok. Et d'ailleurs, ils ont eux-mêmes changé le fonctionnement de TikTok en Chine. Voilà. Et puis, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse le lien entre TikTok et les plateformes de cette nature, et puis le désastre économique et écologique que représente la fast fashion, parce que c'est derrière, c'est un apprentissage à ces modes de consommation qui est insufflé auprès de la jeunesse. Et donc les deux me paraissent intimement liés, et je crois qu'il y a aujourd'hui une commission d'enquête également, et des textes qui sont aujourd'hui travaillés au niveau notamment de l'Union européenne sur justement le caractère catastrophique d'un point de vue économique, bien sûr, pour l'industrie en Europe, mais également d'un point de vue écologique. Donc je crois que si on réunit les deux, eh ben, on a un effet massif sur le fonctionnement des sociétés occidentales et notamment de la société européenne et de son économie. Donc tout ça doit aller beaucoup plus loin. Et il faut revoir le DSA, le Digital Services Act. Bon, oui. Oui. Ça, je voulais faire réagir justement le collectif Mère là-dessus, mais Christophe. Ouais, moi, ce que je pense, Henri le disait, je crois que ces sujets-là doivent être probablement gérés à l'échelle européenne. Parce que je trouve ça très très bien qu'il y ait une commission d'enquête qui se saisisse du problème. C'est un problème qu'on constate tous, un problème de santé mentale, un problème majeur. On se retrouve finalement de façon un peu... On pourrait dresser un parallèle avec l'industrie du tabac dans les années 50 où des médecins venaient vous expliquer que tous les bons médecins fument des camels, ou Philippe Maurice qui expliquait que la fumée était très bonne pour la gorge. Bon, là, on se dira peut-être dans 20 ans, on a sacrifié une génération. La question, c'est qu'il y a une telle addiction, une telle généralisation, une telle globalisation de l'utilisation de ces plateformes que le plan d'action, je dirais, qui va suivre la décision du Parlement, il ne peut vraiment avoir, à mon avis, un impact, à moins qu'on décide en France unilatéralement d'interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans. Et encore faudra-t-il avoir un mécanisme, par exemple, de vérification de l'âge. On parlera peut-être un petit peu après des solutions. Mais à mon avis, c'est à l'échelle européenne qu'il faut se saisir de la chose. Et moi, je pense qu'on n'arrivera pas à s'en sortir si on n'adresse pas le sujet de la vérification de l'âge. Une certaine forme de contrôle des algorithmes en fonction du code, par exemple, en en atténuant le degré addictif à partir d'une certaine heure le soir, comme le font par exemple les Chinois, vous le signalez. Mais pour ça, il faut qu'on ait une vérification d'âge et il faut qu'on soit prêt. Et il y a aujourd'hui des mécanismes qui existent à travers de tierces parties, etc. On voit la difficulté d'imposer ces mécanismes, ne serait-ce que pour les sites pornographiques. Oui, mais c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Et je dirais que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, la situation est encore pire parce que c'est plus seulement devenu un enjeu de guerre économique, mais de guerre idéologique autour de la liberté d'expression. Et donc, je ne suis pas très optimiste sur quel va être le levier à l'action derrière. Ce qui pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut sensibiliser, mais ça doit se régler, à mon avis, au niveau européen. Yann ? Alors, je vais parler un peu technique. L'algorithme, il est neutre, il est d'une violence inouïe. Il est là tout le temps, il ne dort jamais, et il est globalement le même sur TikTok, que sur LinkedIn, que sur Facebook. Tous ces fils qui font défiler du contenu. Et le terme qui a été utilisé, je pense, dans la citation, c'est morbide. Morbide, oui. En fait, sur des esprits qui sont peu formés ou pas assez, et l'impact est fort aussi sur les adultes, mais les jeunes en particulier ne sont pas formés, ils n'ont pas appris le sens critique, ils n'ont pas encore développé ce muscle qui est difficile à développer, l'effort d'apprendre avant d'aller vers la facilité que propose ce contenu. Et donc, il faut absolument bien comprendre au niveau sociétal qu'il y a là un enjeu que nous ne maîtrisons pas, puisque ces sociétés-là ne proposent pas
le contenu en disant, voilà, vous, la France, vous allez être exposé à tel contenu. On le découvre a posteriori. D'ailleurs, bravo, madame, de l'association Mère, justement, de faire ce travail de reconstruction des contenus qui sont exposés sur des écrans qui ne sont pas les nôtres, donc ceux des enfants, pour pouvoir témoigner de la dangerosité de ce contenu. Mais on est sur une pente glissante. Et donc, il me semble qu'il faut prendre le sujet courageusement, que cette notion d'âge est critique, si on considère que la formation, c'est jusqu'à 18 ans, par exemple, et ça va au-delà, évidemment. Donc, d'une part. Et d'autre part, il y a un sujet qu'on évoque assez peu, c'est cette notion de free speech, c'est-à-dire à quelle personne est-ce qu'on attribue tel ou tel contenu. Il y a beaucoup trop de comptes anonymes et de comptes qui sont des robots de campagne, et tout ça n'est pas connecté au droit de parole. Le droit de parole est attribué à l'individu, à une personne, à un citoyen, pas à une machine. Et donc, c'est tout ça qu'on doit commencer à traiter. Il va falloir qu'on le traite de manière très sérieuse. Alors, bon, justement, moi, vous l'avez tous évoqué, l'échelle européenne, on a déjà une réglementation, ça s'appelle le DSA, le Digital Services Act. Qu'est-ce que vous attendez de plus, Christine, de cette commission qui va se mettre en place, là, au niveau français? D'ailleurs, j'ai cité Laure Miller en disant sénatrice, elle est députée, pardon. Oui. Comme l'a dit Madame la députée Laure Miller, oui, il faut qu'elle aille voir sous le capot pour voir comment cela fonctionne réellement, parce que, comme ça a été déjà relevé, le système de signalement, par exemple, que nous, on a plus qu'usité, on a fait des centaines de signalements en suivant le protocole de TikTok. On a été retoqué à 98% du temps, et on a même été averti qu'on faisait des signalements abusifs, alors que non, clairement non, c'était bien des mineurs qui étaient en live. Ensuite, on s'est retrouvé à faire des signalements pharos, et en échangeant avec les gens, on s'est rendu compte qu'ils ne connaissent pas. Donc, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un éclaircissement sur leur fonctionnement, et que derrière, il y ait des décisions de prise qui puissent répondre à toutes les questions qui viennent d'être abordées, et qui puissent être le plus préventif possible. Est-ce que il y a assez de moyens humains chez TikTok? Parce qu'on sait que les vérifications des signalements sont avant tout aussi un algorithme qui va réagir. C'est d'ailleurs pour ça que c'est facile de faire sauter des comptes pour certains. Alors, c'est ça, c'est très nébuleux. On arrive à faire sauter des comptes pour des raisons où il y a plein de créateurs qui vont vous dire « je ne comprends pas ». J'ai eu un raid. Alors nous, on l'a vécu quand on a commencé. On a chacune eu droit à notre raid, moi j'ai eu une vidéo qui a sauté parce que la communauté a fait du signalement en masse, mais ma vidéo n'enfreignait aucune règle. Mais parce que c'est un signalement en masse, l'algorithme part du principe qu'il y a un problème. Donc, on fait sauter la vidéo. Donc, ce fonctionnement-là, comprendre vraiment ce qu'il en est-ce qu'il y a des moyens humains réels engagés par TikTok? Est-ce qu'il ne faudrait pas des signaleurs de confiance interne en lien avec les signaleurs, les institutions telles que e-Enfance? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est déjà suffisant? Voilà, nous on attend qu'ils comprennent, et que derrière il puisse y avoir des décisions, des actions menées vraiment concrètes. Par exemple, on taxe bien des grandes industries parce qu'elles polluent. Pourquoi pas taxer aussi les TikTok et les plateformes parce que elles génèrent des problèmes de santé mentale importants socialement. Voilà, c'est le genre. Nous, on a des pistes de réflexion, mais on est surtout dans le constat, et on est surtout là pour amener ce qu'on constate, et chacun son rôle aussi. Voilà. Alors, Yann a raison de féliciter le collectif, de vous féliciter pour le travail que vous menez, vraiment. Et toutes les questions que vous posez, c'est les bonnes questions. Donc, on espère effectivement que cette commission servira au moins à nous permettre d'y voir plus clair et à y répondre. Merci beaucoup, Christine Gulliver, d'avoir été avec nous en ouverture de ce débrief. Je rappelle donc que vous êtes la porte-parole du collectif Mère. On enchaîne, nous, avec un autre sujet, celui d'Apple Intelligence. Apple et l'intelligence artificielle, aïe aïe aïe. Donc révélation
sur un retard, sur des mensonges, sur les démonstrations qui ont été faites notamment lors de la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple, qui s'est tenue en juin 2024, là où on a vu toutes les promesses en fait de Cupertino. Voilà, comme elle sait nous parler de cette révolution de l'intelligence artificielle qui allait arriver dans Siri. Et puis là, on découvre finalement que non, finalement, Siri, la version de Siri qui était attendue, elle n'est pas prête. C'est le blogueur John Gruber, qui est vraiment un fin connaisseur d'Apple, qui a publié un édito assassin. En fait, il s'en veut. Il dit, j'ai jamais été aussi en colère contre moi-même, finalement, d'avoir cru à tout ça aveuglément. Il dit, il y a quelque chose de pourri aujourd'hui à Cupertino. On a le journaliste de Bloomberg qui rapporte une réunion qui était véritablement une réunion de crise au sein d'Apple, avec le responsable de Siri qui dit qu'il n'est pas certain de savoir quand les améliorations attendues seraient réellement lancées. Et il parle de honte, de situations très embarrassantes. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ce retard, cette situation dans laquelle se retrouve Apple par rapport à l'IA? Yann? Tout va bien chez Apple. C'est la société la plus valorisée au monde, au-delà de 3 000 milliards, malgré les annonces de Trump. Apple a toujours été en retard sur l'innovation, toujours. Et réussi à capitaliser malgré tout, puisqu'ils ont une approche que j'apprécie plutôt, de ne pas compromettre sur l'expérience utilisateur finale. Donc évidemment, ils ont d'ailleurs commencé avec Siri, mais ce n'était pas tout à fait au niveau. Et ils sont finalement toujours un petit peu en retard sur le sujet des assistants vocaux parce que ce n'est pas prêt. La technologie n'est pas prête pour monsieur, madame, tout le monde. Et donc en fait, ils ne veulent pas prendre le risque de mettre l'utilisateur face à des mauvaises réponses. De la même manière que Google, qui avait pourtant les compétences pour faire de la Gen AI plus vite que tout le monde, puisque ce sont eux qui ont publié le papier, ne l'ont pas fait pour ne pas mettre en danger leur business model dominant de moteur de recherche. Donc en fait, ces entreprises font très attention. Alors évidemment, ils ont la pression en interne, il faut aboutir, ils ont fait des annonces. Donc c'est par rapport aux annonces qu'il y a des sujets. Mais globalement, ces entreprises, et j'en note 3, Apple, Microsoft et Google, ont accès à 5 milliards d'humains et valent plus que 5 000 milliards de dollars. Ces 3 entreprises-là, tôt ou tard, vont nous envahir avec cette IA lorsqu'elle sera prête. Donc rien de grave, vous nous dites. Christophe, je comprends. Ancien Microsoft, regard sur Apple. Le regard sur les GAFAM, plutôt, disons. Regard sur Apple, je pense que c'est quand même une évolution un peu préoccupante d'Apple. Pour moi, parce que Apple a toujours été dans un mode qui consistait à avoir une culture du secret, à attendre et tout d'un coup sortir un produit et ne jamais compromettre effectivement sur l'expérience client. Peut-être le seul écart avec ça, c'était un produit qui n'a pas bien marché au début, qui était Apple Maps. Mais disons qu'ils étaient quand même toujours dans cette culture-là. Et je trouve que c'est une évolution un peu préoccupante qui montre probablement, à mon avis, 2 choses. La première, c'est qu'il y a une pression énorme sur le fait de sortir quelque chose sur l'IA, et qu'il y a peut-être des dirigeants à un endroit, peut-être sans en référer forcément à Tim Cook, qui ont un peu survendu ce qu'ils étaient capables de faire, peut-être même sous pression. Donc je pense qu'il faudra que des têtes probablement tombent, parce que ça peut créer beaucoup de malaise et de manque de confiance en interne et en externe. Et la deuxième réflexion, c'est que, en fait, on voit bien qu'avec l'IA conversationnelle, les chatbots d'ancienne génération ont beaucoup de mal à se réinventer. Je ne sais pas si vous avez essayé d'utiliser le chatbot Jingo d'Orange. J'ai jamais rien vu de plus stupide. On demande à ChatGPT dans des choses et on voit bien que, en fait, c'est parfois pas facile. C'est un peu comme vous avez un vieux vélo et vous mettez un moteur électrique dessus, les freins ne fonctionnent pas, ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, il faut peut-être se dire, j'arrête et je recommence. Ouais, en fait, pas facile pour une énorme toujours compagnie. Difficile, mais c'est l'enjeu de tous les géants de savoir se réinventer. C'est ça. En fait, ça renvoie à un vrai sujet, mais qui concerne d'ailleurs tous les DSI. C'est celui de la dette technique, parce que du legacy, parce qu'en fait, Siri, ça date de 2011, donc ça a 14 ans, et ça a été profondément intégré dans tout l'environnement Apple, de manière technique. Oui. Et donc, c'est profondément enraciné. Alors, quand vous avez un chatbot conversationnel qui, lui, est indépendant de tout un environnement technique, vous l'apportez, il fonctionne merveilleusement bien. C'est ChatGPT ou Gemini, ou le chat. De Mistral, tout à fait. De Mistral. Mais là, Siri est intégré dans toutes les stacks techniques
de tous les produits de Microsoft. Et c'est là où réside la difficulté, c'est que, et d'ailleurs, Apple est confronté à deux options, hein, soit d'évoluer progressivement, et donc ça prend du temps, nécessairement du temps, de faire évoluer Siri vers le LLM Siri, hein, qui est annoncé, Apple Intelligence, pour transformer progressivement tout cet environnement technique, soit la stratégie de la table rase. Mais ça, quand on est Apple, en termes d'expérience client, en termes de protection des données, parce que c'est une des promesses à travers Apple Intelligence, la protection des données des utilisateurs, et en termes de possibilité de retrouver le même produit à travers toutes les gammes de produits d'Apple, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il n'y a pas de recette magique. Quand on a un legacy, il faut le traiter. Et je crois que c'est ce à quoi se retrouve confronté aujourd'hui Apple. Il y a une troisième option, c'est ce qu'a fait Microsoft. C'est de décider d'aller chercher à l'extérieur, finalement, la technologie. Mais même attention, Delphine, ça veut dire que quand on va chercher à l'extérieur, l'intégration dans tout l'environnement de développement, avec toutes les règles extrêmement rigoureuses qu'Apple s'applique sur toutes ses stacks techniques, ça se fait, c'est pas simple. Parce que Apple a choisi d'être dans un environnement fermé. Absolument. Voilà. Oui. Ils ont tout de même annoncé qu'ils allaient faire un partenariat avec OpenAI, si ce n'est pas déjà fait. Le problème au niveau des consommateurs, c'est cette surpromesse. Et si Apple nous vend des appareils qui sont encore plus chers, plus performants, pour une promesse qui n'est pas au rendez-vous, ça pose problème vis-à-vis du consommateur, qui aura prépayé quelque part une fonctionnalité qui n'est pas à la hauteur. Ouais. Mais globalement, les appareils vont être mis à jour. Donc tout ça va arriver finalement très vite. Moi, j'ai été directeur des opérations chez Snips, une entreprise qui faisait des assistants vocaux, vendus à Sonos. Personnellement, j'utilise Siri tous les jours, vocalement. Je ne suis pas sûr que je sois représentatif de la population. Pas du tout. Tout ça va mettre du temps, je vous assure. C'est une interface du futur, une interface vocale, mais elle est d'une complexité inouïe. Et donc, c'est vrai que ChatGPT a bousculé le monde entier de la technologie et tout le monde a essayé de positionner quelque chose. Mais dans les 5 prochaines années, les choses vont se placer calmement. Allez, on n'a plus beaucoup de temps pour parler quand même de Google qui a racheté la start-up de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars, plus grosse acquisition jamais réalisée dans son histoire. En lien avec, Google fait le lien avec l'utilisation croissante du cloud qui augmente les risques cyber. Donc, est-ce que ce rachat veut dire que l'heure est grave ? Comment vous l'interprétez ? 32 milliards de dollars, c'est quand même spectaculaire pour une boîte de la cyber. Oui, effectivement, ils ont explosé tous les compteurs. On est à 45 fois le revenu annuel récurrent. Donc, 32 milliards, oui, c'est une somme gigantesque et donc une très bonne capacité de négociation de l'équipe Wiz, puisqu'on voit que ça traîne depuis 18 mois. Donc, ça, c'est remarquable. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout une formidable opération stratégique parce qu'aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, elles sont multi-cloud avec un oligopole, dont le Challenger et Google Cloud. Le produit Wiz, par sa nature multi-cloud, lui, il est un peu intégré au-dessus par les grands clients pour suivre les risques cyber liés au cloud et faire des remédiations automatiques. Donc, quelque part, c'est un outil qui est un peu englobant, tout cela. Donc, pour Google, avoir l'outil, on promet bien sûr qu'il continuera à travailler avec tout le monde. On connaît l'histoire. Et puis, ils vont d'abord, ça va leur donner de la crédibilité vis-à-vis des clients parce que le produit Google va être plus sécurisé par lui-même. Et puis, petit à petit, il sera assez naturel, comme tous ces acteurs le font, d'orienter progressivement les clients. Pourquoi vous n'utilisez pas un peu plus des ressources Google Cloud plutôt qu'Amazon Web Services ou Azure ? Oui, évidemment. Vous connaissiez Wiz, j'imagine. Oui. On nous dit que c'est l'acteur incontournable aujourd'hui dans la cyber. On l'avait découvert lors d'une learning expédition en Israël que nous avions fait en avril 2023, je crois, avec quelques députés et sénateurs. Et on avait été découvrir Wiz, entre autres. Et puis, l'unité 8200, dont sont issus les fondateurs de... Oui, bien sûr. Voilà, donc... Mais il faut bien voir que c'est pas, en fait, une société américaine qui rachète une société israélienne. En fait, parce que le marché domestique de ces startups israéliennes, c'est le marché américain. Et là, il y a une
une fusion qui est assez importante. Donc le développement naturel de Wiz, c'était bien le marché des États-Unis. Nous, tout ce qu'on espère, et bien entendu, c'est que il y a une situation de dépendance déjà des clients de Wiz, notamment lorsqu'ils sont inscrits dans des stratégies multi-cloud et des stratégies cloud hybrides, que on ne retrouve pas des comportements tels que ceux que l'on a pu connaître de la part de Broadcom avec le rachat de VMware. Bon, la situation est très différente, mais en tous les cas, on est sur un tel niveau de rachat que derrière, il va y avoir une tendance naturelle à vouloir valoriser cette acquisition et financièrement, et donc les clients devront être attentifs aux comportements commerciaux aux stratégies commerciales à venir. Voilà. On n'est pas sorti de nos dépendances sur le cloud. Alors, après, on est dans des situations de dépendance. Pourquoi est-ce que des Wiz, ça se crée en Israël et pas en Europe? Est-ce que l'Europe est capable de faire émerger de tels acteurs d'abord de faire émerger de tels acteurs? Je pense qu'il y en a. Il y a de belles pépites dans le domaine de la cybersécurité en Europe, en France et en Europe. Et puis ensuite... Google avait racheté Mandiant. Mandiant était à l'origine fondé par des Français, si je me trompe pas. Et les conserver. Ouais. Et les conserver en Europe. Conserver. Ouais. Voilà. Yann? Alors, petite réaction, en tout cas, sur les sommes évoquées, mais surtout la surface d'attaque. C'est-à-dire que ces acteurs que sont notamment AWS, Azure et Google Cloud, sont les acteurs dominants de la première division du cloud dans le monde. Et ces acteurs ont une telle surface d'attaque qu'ils doivent se protéger. Ah oui. Et donc, 32 milliards sur un malentendu, ça fait 1,5% de la valorisation de Google, qui vaut 2000 milliards. Finalement, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que ces entreprises-là ne peuvent pas se permettre d'être attaquées. Elles le sont au quotidien. Donc, il leur faut les meilleurs. Si cette solution est la meilleure, c'est peut-être pas cher payé. Souvenons-nous de Yahoo, qui a été hacké intégralement dans les années 2000, parce qu'ils avaient baissé leur garde. Et à un moment donné, ces acteurs, s'ils périclitent, c'est fini. Mais est-ce qu'on est obligé de racheter pour ça? Est-ce qu'on est obligé de passer par de l'acquisition? Absolument. Quand on est un hyperscaler, oui. Globalement, il faut intégrer. Je pense que le scénario. Je pense que la sécurité est un des éléments, mais il y a aussi une opportunité stratégique d'un point de vue commercial de gain de part de marché, parce qu'ils vont avoir une position stratégique vis-à-vis d'un grand nombre de clients. Imaginez un client où Google Cloud représente 5% des workloads cloud, qui est un client Wiz. Tout de suite, ils prennent une position stratégique au sein du client. Ils vont pouvoir orienter leur choix derrière en s'appuyant sur le fait qu'effectivement, ils ont une sécurité parfaite grâce à Wiz. Et éviter que les deux autres hyperscalers ne rachètent Wiz aussi, oui. Et augmentent les tarifs ou leur empêchent d'être aussi bien défendus. Donc, quelque part, cette consolidation s'opère sur la stack totale. Et là, on Wiz ne peut plus être dans la compétition. Wiz était le partenaire de l'année pour Microsoft en 2024. D'accord. Je termine en présentant votre ouvrage, Christophe, que j'ai bientôt terminé, que je lis avec grand plaisir. Le jour où j'ai quitté Bill Gates, j'ai plongé dans les tumultes de la reconversion. Christophe Holnet, merci beaucoup. Yann Lechel, merci aussi. Je rappelle que vous êtes à l'œuvre sur Probable AI. Et Henri Dagrin, merci beaucoup pour être là et nous parler aussi au nom du SIGREF. À très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change.